après-midi. C'est un plaisir d'être ici. C'est aussi un plaisir de parler après ces différents exposés. Vous allez voir qu'il y a une certaine continuité effectivement dans le propos. Je vais peut-être juste commencer par un constat qui, lui, est peut-être un peu inquiétant, qui est l'idée qu'il y a un peu une dérive des continents. Et nous sommes aujourd'hui sur un continent qui est en train de s'éloigner d'un autre, et l'autre, c'est le passé. Alors, le passé, c'est pas forcément le passé très lointain. On pourrait symboliquement dire que cette rupture, elle a lieu en l'an 2000. Vous savez, le bug de l'an 2000 n'a pas eu lieu, mais il marquait malgré tout une espèce de scission entre un monde où la mémoire était encore individuelle et analogique, et puis un moment où la mémoire est devenue énormément dépendante, disons, du numérique et de la révolution numérique qui a suivi. Et donc il y a cette espèce de dérive qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qui est essentiellement sur l'autre continent, le monde d'avant l'an 2000, est de plus en plus difficile à accéder. Moi, j'ai perdu la plupart des données de mon enfance. Les informations qui sont dans ce monde n'ont pas du tout le même régime en fait, d'accessibilité par rapport à ce qui constitue la normalité dans le monde numérique. On aimerait pouvoir chercher un document en tapant simplement quelques mots dans un moteur de recherche et trouver tous les documents du passé. Ben non, on ne peut pas le faire. Donc c'est comme si ce passé n'était pas accessible. On aimerait éventuellement pouvoir nous déplacer dans le temps comme on se déplace dans l'espace. On aimerait pouvoir avoir un slider sur Google Maps et puis se placer peut-être 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans en arrière et voir comment était le lieu dans lequel nous sommes, c'est quelque chose qui est éventuellement encore difficile. Et donc cette espèce de séparation entre un présent extrêmement dense et un passé qui est de plus en plus lointain et a des conséquences, et des conséquences multiples. On peut les schématiser comme ceci. La situation au XXe siècle encore, c'était encore le sablier temporel. Nous étions dans une trajectoire. Début du XIXe siècle, début du XXe siècle, les gens se projettent encore en l'an 2000, ils imaginent des voitures volantes, ils savent encore quelle était la situation un siècle auparavant. On vient de la Révolution, il y a eu un siècle qui a passé. Nous sommes dans une trajectoire temporelle avec un devenir. Aujourd'hui, le présent s'est tellement intensifié que le passé est très loin et le futur est très loin aussi. Et cette disparition en fait, du futur est assez étonnante. La difficulté aujourd'hui qu'on a à imaginer, même du point de vue technologique, autre chose qu'une simple continuité, des écrans plus plats et des choses qui disparaîtraient, et peut-être des voitures volantes toujours, mais ça c'était le rêve d'il y a 150 ans presque. Donc cette situation, elle a des conséquences sur l'économie, elle a des conséquences sur la prédiction, elle a des conséquences sur le politique évidemment. Qu'est-ce que la démocratie directe sans le passé? Qu'est-ce que les choix politiques sans une trajectoire de temps? Donc on doit pouvoir essayer de faire quelque chose. Et une des chances, c'est que peut-être que nous avons sur cette question-là, sur ce terrain, en Europe, une possibilité, disons, d'avoir un élément différenciateur. Déjà parce que nous avons un sentiment probablement à l'histoire qui est différent, une idée du multiculturalisme, une idée qu'il y a une histoire longue, que ce n'est pas une histoire qui est extrêmement récente, et puis aussi parce que nous avons la possibilité peut-être de nous mobiliser sur ces questions-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est un peu de contexte avant de vous parler de Venise un peu plus particulièrement, qui est l'endroit où on a fait l'essentiel de nos investigations jusqu'à présent. Il y a aujourd'hui une compétition qui est la compétition, disons, suite de celle dont on a évoqué le projet auparavant, qui est le Human Brain Project, grand projet européen à 1 milliard d'euros, dans lequel un nombre grand d'institutions, une centaine typiquement, doivent se mettre ensemble pour essayer de proposer à l'échelle européenne quelque chose qui changerait fondamentalement son devenir. Et donc il y a un grand débat parce que c'est quelque chose qui est au niveau de toutes les disciplines, et donc vous avez évidemment des projets sur la santé, vous avez des projets sur le réchauffement climatique, vous avez des projets sur la robotique, donc il y a énormément de sujets qui sont potentiellement susceptibles d'être ceux qui vont changer. Et donc nous tentons, disons depuis déjà une année, de créer un consortium et de convaincre que parmi ces sujets, il y a cette idée de machine à remonter dans le temps dont je vais vous parler dans un instant. Alors nous avons en partie déjà réussi à convaincre, dans le sens où nous avons 14 programmes internationaux qui soutiennent, dont Europeana, dont les plus grands projets, enfin, disons, sur la culture aujourd'hui en Europe. Et puis il y a 80 institutions déjà qui soutiennent le projet et qui sont convaincus qu'on peut faire quelque chose. Maintenant, évidemment, le futur dira si, effectivement, parmi toutes les choses importantes à faire en Europe, c'est cette chose-là qui sera choisie ou non. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit finalement de représenter la problématique de l'accès au passé, finalement cette question des big data du passé, cette continuité des big data du présent vers le passé,
par exemple sous la forme d'un champignon. Verticalement, vous avez le temps, et puis horizontalement, le nombre de données disponibles. Si vous voulez créer un Google Maps du passé, il va falloir que vous transformiez ce champignon ici en un carré. Et donc pour le faire, vous pouvez numériser plus. Il y a beaucoup de données en fait qu'on peut numériser, dont on peut extraire de l'information, et c'est ce qu'on pourrait appeler la numérisation. Et puis vous pouvez simuler, c'est un peu le sujet de cet après-midi, partir de ces données, faire de l'extrapolation. Alors si on parle en tant de physicien et d'informaticien, on va appeler ça des procédés d'inférence, de simulation, mais c'est aussi ce que font les historiens quand ils partent à partir des archives. Vous avez des données qu'il va falloir regarder d'un œil critique et dont il va falloir assurer une continuité à partir d'un certain nombre d'hypothèses. Donc ça, c'est le cadre général, et c'est ce cadre dont on a essayé de montrer la dynamique dans un cas particulier, qui est la ville de Venise, sur laquelle nous travaillons déjà depuis 4 ans. Et notre point de départ, ce sont des archives de très grande taille, qui sont l'archive d'État à Venise, 80 km de documents. Donc Venise est une ville exceptionnelle, pas simplement parce que c'est la ville des amoureux, parce qu'il y a les gondoles, ou c'est la ville de Casanova. C'est aussi une ville qui était le Google, d'une certaine manière, de son temps, parce que c'est une république qui a duré 1000 ans, et parce qu'ils étaient obsédés par l'idée de contrôler tout, et d'avoir la traçabilité la plus complète, et la plus juste, et la plus longue sur leur propre population. Donc 80 km de documents administratifs qui touchent 1 millier d'années, parce que c'est un cas unique en Europe, dans le sens où vous avez une continuité administrative sur 1000 ans, et non pas des soubresauts que nous avons connus dans la plupart des autres pays. Ça, c'est l'exemple de carte qu'on a. On n'a pas une carte, on a des dizaines de milliers de cartes. Donc, ce potentiel entièrement analogique, aujourd'hui, il est accessible à quelques chercheurs, des dizaines qui ne peuvent pas rentrer dans les locaux que je viens de vous montrer, qui ont la possibilité de demander 3 documents par jour, parmi les potentiellement de centaines de millions en fait, qui sont dans cet espace. Et si vous êtes trompé de document, vous pouvez aller boire un cappuccino, votre journée est terminée. C'est quelque chose qui fait un choc. C'est-à-dire, quand vous voyez ça, vous avez l'impression en fait que même s'il y a eu les historiens ont fait un travail extraordinaire, l'histoire n'a pas commencé. C'est-à-dire que les données sont là, peut-être 1% de ces données ont été jamais regardées, et tout est encore finalement à construire. Alors, de quoi s'agit-il ? Il ne s'agit pas forcément de livres rares, il ne s'agit pas forcément de livres précieux, il s'agit de documents administratifs. Donc on parle de déclaration d'impôts, on parle de contrats, on parle de testaments, on parle d'informations sur des bateaux qui rentrent, des bateaux qui sortent, des transformations qu'on fait pour assainir la ville, des modifications suite à des procès, l'ensemble finalement de qui constitue la mécanique véritablement de la ville. C'était des choses qui étaient dans différents endroits à Venise, et qui, avec l'arrivée de Napoléon et la chute de la République, ont été regroupées dans un lieu anciennement religieux, qui était le couvent des Frari, un des plus grands bâtiments de Venise. C'est 300 pièces, et qui a été transformé suite d'abord à cette impulsion donnée par l'idée finalement d'archives, et l'idée aussi citoyenne finalement de l'accès à l'information en ces couloirs que je vous ai montrés tout à l'heure, et qu'il s'agit de considérer comme des volumes que nous allons essayer de transformer en un système informationnel. Alors pour transformer cet énorme système physique en un système informationnel, il faut faire plusieurs choses. Alors une des choses qu'on peut faire, la première étape, c'est la numérisation. Il faut évidemment tenter de progressivement transformer ces documents en images en particulier. Et puis ensuite, ça c'est juste un point de départ. Il va falloir trouver une manière de les indexer, de les lire d'une certaine manière. Ils sont différents, et c'est un petit peu compliqué. Et puis extraire l'information qui est dedans, construire des graphes, être capable éventuellement de connecter toutes ces informations les unes avec les autres. Et ça constituera finalement une troisième étape. Pour garder à l'esprit ce qu'on a envie de faire, je vous montrerai d'autres choses aussi, c'est ce moteur de recherche. Déjà, je veux taper le nom d'un Vénitien, Battista Nani par exemple, et trouver tous les documents sur Battista Nani dans l'archive. Ça semble simple, c'est peut-être dans certains cas une thèse de doctorat quand vous devez le faire, en particulier avec les moyens qui sont disponibles aujourd'hui. Alors, première étape, on va parcourir finalement cette espèce de série de traitements. Il s'agit, dans un premier temps, de produire des images. Et donc ça dépend un tout petit peu du type de document. Ici, je vous montre des images qui viennent de la Fondation Chini, qui sont un autre endroit à lequel on travaille, sur lequel nous avons des représentations iconographiques, 1 million de photos d'œuvres d'art au sens large, et pour lequel nous avons développé, avec Factum Arte, un nouveau scanner qui est le plus rapide du monde sur cette catégorie-là. C'est un scanner circulaire qui se fait à deux, c'est assez même. Vous pouvez même continuer à discuter, c'est pas très aliénant pour
pour procéder, et ça vous fait une photo recto-verso qui vient immédiatement être procédée par un certain nombre d'algorithmes sur des ordinateurs avant d'être traitée par des ordinateurs un peu plus puissants ailleurs. C'est un procédé assez simple et vous faites comme ceci probablement 1 million avec 2 opérateurs simplement en 1 année et demie, 2 années, grand maximum, ce qui est assez intéressant. D'autres documents, très grands registres, doivent être traités avec des scanners semi-automatisés. C'est ce qu'on fait à l'Archive d'État. Et puis vous avez aussi ces cartes, le cadastre napoléonien, des milliers de cartes de ce genre, très grandes, pour lesquelles de nouveau il faut changer les typologies et les formats. Donc ça, c'est l'idée de base, c'est la logistique, c'est la logique de traitement différentielle selon le type de document que vous allez rencontrer. Donc une grande partie, disons, des progrès dans ce domaine consiste à inventer des scanners d'un nouveau genre et puis les organiser de façon efficace. Dans certains cas, on n'a pas le droit de sortir les documents de l'archive, donc nous avons dû construire au sein même de l'archive ces procédés logistiques. Et donc, une fois qu'on trouve quelque chose qui fonctionne, eh bien, on le duplique pour essayer de passer à l'échelle. Et ça, c'est un procédé finalement relativement classique dans l'industrie. Le point, disons, cette stratégie, disons, de passage à l'échelle, il faut toujours penser en fait que sur la question des scanners, contrairement à d'autres domaines, les jeux ne sont pas encore faits. C'est-à-dire, comme on travaille avec le monde physique, il y a peut-être des choses encore à inventer. Et donc, toute une lignée d'autres scanners est aussi passée en recherche et en recherche et développement. C'est le travail de Foggia Albertin. Elle a eu l'idée de finalement essayer de réfléchir, d'utiliser les principes de l'imagerie médicale, la tomographie, pour essayer de numériser les registres sans les ouvrir. Et ça, parce que c'est le procédé le plus long, évidemment, c'est la manipulation effective. Alors comment ça marche? Ça, c'est typiquement ce que vous obtenez si vous prenez une cinquantaine de photos d'un document avec une caméra normale. Vous pouvez faire de la photogrammétrie, on en reparlera dans un instant, et vous construisez un modèle 3D de l'objet. Si vous faites la même chose avec une caméra à rayon X, vous allez traverser le livre, et une des grandes chances que nous avons dans les documents qui nous intéressent, c'est qu'ils sont des encres à partir de plomb. Et donc, ça vous donne quelque chose comme ceci, c'est-à-dire une espèce de pavé qui représente finalement le livre comme un volume. Ça s'appelle comme ceci, et c'est ça que c'est un livre. C'est un volume, fondamentalement, ce que nous allons pouvoir ensuite virtuellement, comme on fait en imagerie médicale, passer avec des plans de coupe. Et vous voyez, si vous regardez bien, commencer à apparaître en fait des mots ici. Alors, c'est un peu brut, c'est vraiment ce que je vous montre, c'est la version la plus simple, la plus brute, mais ça vous montre qu'il y a une possibilité technique. Il faut ensuite, comme on le fait dans l'imagerie médicale, traiter ce genre de choses avec des algorithmes qui vont un peu nettoyer, et vous avez la capacité ensuite d'extraire. Alors vous n'allez pas voir les couleurs, mais au moins les pages une par une, vous donnant la possibilité d'aller regarder en fait à l'intérieur du livre. Alors est-ce que ça va plus tard remplacer la numérisation classique? C'est à voir, puisque c'est une forme de conservation particulière. C'est pas exactement comme une photo, mais c'est en tout cas un procédé intéressant, en particulier si vous le couplez avec certaines des choses que je vais vous expliquer dans un instant, qui sont la manière de reconnaître des formes dans ces documents. L'idée, évidemment, c'est d'aller progressivement dans quelque chose qui serait une chaîne de ce genre. Comme vous imaginez, en fait, un scanner comme on utilise aujourd'hui dans l'imagerie médicale et une espèce de tapis roulant, et vous auriez la possibilité potentiellement d'avoir un facteur 10, voire plus, dans la capacité de numérisation, ce qui est, par rapport au nombre de documents à numériser à l'échelle européenne, quelque chose qui vaut la peine, en fait, de s'y pencher. Alors ça, c'est la première étape. Nous avons produit des images par des moyens traditionnels, par des moyens éventuellement moins traditionnels. Il va falloir essayer de les traiter. Il va falloir essayer de repérer dans ces images des signes qui sont récurrents. Et ça, on pourrait le faire à la main, en regardant, mais ça, il y a trop de documents, donc il va falloir essayer de préparer un peu le travail des historiens. Ici, première catégorie de documents textuels. On va passer par un certain nombre d'éléments de pré-processing. Vous avez d'abord repéré la structure de la page. Vous allez essayer d'extraire où est l'information. Donc, ça semble simple, mais il faut déjà repérer où est le texte et où n'est pas le texte. Ce n'est pas si trivial que ça dans un certain nombre de documents relativement abîmés. Et progressivement, vous allez aider le système en disant, voilà, nous avons des heuristiques, nous allons pouvoir penser que vous avez en premier plan, en fait, ici le texte. Et ce texte, nous allons essayer de le segmenter en mots. Alors, le système va peut-être faire des erreurs. Il y aura peut-être plusieurs mots groupés en un seul ou un mot découpé en plusieurs petits bouts. Ce n'est pas très important, parce que ce qu'on va essayer de faire, ce n'est pas directement de la transcription. Ça, c'est pour l'instant encore un tout petit peu difficile, c'est essayer de trouver s'il y a des mots similaires. Est-ce que dans ces ensembles de formes sur lesquels je ne sais quasiment rien, je peux trouver des manières de dire qu'il y a le même mot? Par exemple, sur cette page ici, vous allez trouver le mot nobis 2 fois, et l'algorithme,
il y a différentes manières de le faire, peut simplement faire une déformation et dire ça c'est le mot nobis, c'est le même, je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais c'est la même chose. Je vais faire un petit trait entre ces deux représentations et puis je vais essayer de trouver tous les nobis de cette page d'abord et les connecter sous la forme d'un graphe, et puis tous les nobis qui sont dans ce registre, et ça nous fait un graphe plus grand, et puis tous les nobis écrits de la même manière qui sont dans l'ensemble de l'archive. Donc à partir de là, c'est quelque chose d'automatique, vous avez une centaine de milliers peut-être de connexions à partir d'une seule forme graphique. Et quand un historien, un utilisateur fait cette transcription, on dit mais ça c'est NOBIS, et c'est pas un des cas les plus difficiles en termes de lecture, et bien c'est pas une transcription que vous faites, ce sont des centaines de milliers d'un seul coup. Et ça, c'est tout à fait, disons, dans la lignée de ce qu'on essaye de faire. C'est pas un remplacement, disons, du tout de la fonction important pour regarder en fait les documents, mais c'est la capacité de démultiplier les interprétations et de tirer le maximum d'enseignements d'un simple renseignement donné par un historien. Un autre type de document, ici le cadastre napoléonien, 1808, très important, représentation de la ville géométrique avec des éléments d'identification qui vont me permettre de savoir qui possédait quelle parcelle, combien est-ce qu'elle valait, quel type éventuellement d'activité vous aviez sur ce territoire. C'est beaucoup de géométrie, on peut le numériser à la main, on peut le vectoriser à la main, ou on peut faire des algorithmes pour le faire. Ce n'est pas un travail trivial, ça a demandé quasiment 6 mois de travail spécifiquement sur ce type de cadastre. Par contre, comme nous sommes dans l'administration, vous avez des centaines de milliers de pages, des milliers de pages qui suivent la même logique. Enfin, Napoléon a fait toute l'Europe comme ça, donc ça vaut la peine d'y passer un petit temps. Et donc, à partir de là, si vous êtes capable d'extraire automatiquement non seulement la géométrie, mais ensuite les éléments de forme, vous pouvez ensuite à la fois les reconnaître et être capable de sortir finalement l'information qui est sur ces documents. Et puis, autre type de source qu'il nous faut aussi commencer à classer, plus difficile, moins standardisé, c'est tout ce qui est représentation picturale, graphique. Et là, nous avons toute une autre chaîne de traitement qui essaye, avec des technologies du deep learning, de retrouver des lieux qui seraient les mêmes, sans savoir nécessairement ce que sont ces lieux. Est-ce qu'on trouve parmi ces différentes représentations qui peuvent être des gravures, des dessins, des tableaux, donc qui ont des formes graphiques très différentes, des signes caractéristiques d'un même lieu. Et donc, le système fait des petits tas, vous voyez, il regroupe en fait les représentations. Je dis qu'on avait 1 million d'œuvres d'art et de photographies, de tableaux et d'autres numérisés, en cours de numérisation. Ici, vous avez la possibilité de préparer le travail sans savoir nécessairement ce que sont ces lieux. C'est la même logique que ce que je vous ai montré pour les textes. Vous commencez déjà à les regrouper et on va voir que ça peut être un peu important pour, en tout cas sur les bâtiments les plus importants de la ville, tenter de procéder ensuite à une modélisation, voire une simulation. Donc, progressivement, nous avons maintenant fait ce travail, vous voyez, document par document, et on va commencer à connecter les choses. Ici, j'ai une déclaration d'impôt de Battista Nani. Il fait bien il déclare peut-être pas tout, mais en tout cas, il dit qu'il habitait à un endroit, il avait une possession, et ça nous construit un petit graphe, une espèce de petit moment de sa vie. Au moins, c'est par rapport à l'administration. On demande des déclarations d'impôts assez régulièrement en fait à Venise, et donc on va retrouver Battista Nani quelques années plus tard, de nouveau petit graphe, modèle. On oublie tout dans cette déclaration d'impôt, on garde simplement les connexions qui le lient à des lieux particuliers. Il se trouve que c'est un noble. Alors là on est très content parce que du coup on va récupérer toute sa généalogie automatiquement dans un livre qui s'appelle le Libro d'Oro. Et puis c'est aussi l'ambassadeur de Venise à Paris, et tous les mois, il envoie une lettre à Venise, et ce qui nous raconte des événements de la vie de tous les jours de Paris dans la période dans laquelle il est. Et ça constitue le réseau social finalement de Battista Nani, un peu son Facebook. Vous voyez. Et donc, comme sur Facebook, vous pouvez partir de chacun de ces nœuds, qui sont ces connexions, et faire la même chose, et vous reconstituer ce graphe, qui est le graphe finalement de ce qu'on peut extraire des documents du passé, et qui constitue, au fur et à mesure que nous numérisons, une représentation de nos connaissances en termes des interactions qu'on a entre les personnes. Alors, ce qui est sympathique, c'est qu'on peut le visualiser en partie en temps réel. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les documents arrivent, qui sont traités, vous pouvez suivre l'évolution en fait, du graphe, avoir la possibilité de cliquer sur des personnes, et ce sont des centaines de milliers de morts qui reviennent à la surface, qui n'ont jamais été regardés ni étudiés par
par personne, qui sont hors de l'histoire, hors de la mémoire, et qui pourtant ont existé, évidemment, et dont on peut penser qu'ils sont fondamentalement non intéressants, mais dès que vous commencez à regarder, en fait, ils sont assez intéressants, comme toute vie humaine. Et il y a quelque chose de fascinant dans ce non-choix, vous voyez, de ne pas laisser aux historiens le fait de décider exactement qui serait la narration qu'on voulait construire, mais de commencer à avoir une approche totalisante en ramenant les populations grâce, finalement, à la redocumentation de ce que faisaient les Vénitiens, qui était précisément de savoir quelle était la population et qu'est-ce qu'ils faisaient. C'était précisément l'action de l'État. Alors, ce grand graphe, maintenant, il faut le remettre dans le temps et l'espace. Parce qu'il est un peu abstrait, il se flotte un peu dans l'air. Et donc pour ça, il y a toute une série de processus qui vont nous amener à essayer de reconstruire la morphologie de la ville. Alors pour ça, on a les cartes, je vous en ai parlé. Ça, c'est la carte en 2016, le système d'information géographique. Je peux essayer de l'aligner avec la carte en 1808, qui est encore géométrique. Et puis je peux tenter avec une notion qui s'appelle les points homologues, c'est-à-dire des points qui nous servent à voyager dans le temps. Ils sont communs à différentes représentations. D'aller par exemple ici jusqu'en 1500, une carte qui n'est pas géométrique du tout. Vous ne pourriez pas du tout la plaquer, en fait, mais elle a quand même des points qui sont les mêmes. C'est le bas du campanile de la place Saint-Marc, c'est quelque chose qui est la même réalité d'une certaine manière, qui s'est propagée, qui va nous servir de fonction de projection. Et cette idée de projection, elle est très importante parce que c'est un peu l'équivalent on va dire de l'hypertexte, mais pour le cas de l'histoire. Ici, j'ai une représentation de 3D de Venise en 2016. On commence à s'habituer à ce genre de choses. Avec cette logique-là, je peux aligner des photos contemporaines. Si j'ai beaucoup de photos, je peux faire de la photogrammétrie et j'obtiens des nuages de points. Ça, c'est un nuage de points de la même place. Comme j'ai le nuage de points, il est 3D, je regarde avec une certaine direction, je peux l'aligner avec un tableau de Canaletto. Et j'ai voyagé dans le temps. Je suis en 1740. Ce tableau est une des bases qui nous permet de reconstruire le modèle polygonal de 1740. Ce modèle est toujours aligné avec le modèle de 2016, je peux aligner avec le cadastre de 1808, j'ai encore voyagé dans le temps. Ce cadastre de 1808, je suis sur le pont du Rialto, je regarde la parcelle 9006, j'ai extrait automatiquement avec l'algorithme que je vous ai montré. Le 9006 correspond à un sommarioni dans lequel j'apprends que sur cette boutique du Rialto, c'est Francesco Raspi qui est le propriétaire. Un Francesco Raspi, j'en trouve un autre en 1740 grâce au système d'alignement des noms. Il se trouve que c'est le petit-fils qui s'appelle aussi Francesco Raspi. À cette époque, en 1740, je n'ai pas de cadastre, donc je ne peux pas replacer exactement où est la boutique. Or, je peux faire la supposition qu'il a la même boutique que son grand-père. Et donc, je le replace sur la carte par ce biais. Et je fais une espèce de grand sudoku, voyez, en faisant des connexions les unes avec les autres. Et au fur et à mesure que des données rentrent, comme j'ai pu placer Francesco Raspi, j'ai placé tous ses voisins, en fait, parce que je savais qui était avant et après Francesco Raspi. Et petit à petit, l'histoire se reconstitue comme un grand puzzle. Par des liens, sous une forme de négociation, avec des éléments qui seront faux, avec des éléments qui seront des fois des mauvaises suppositions, comme dans le sudoku, des fois il faut revenir en arrière, mais c'est le point de départ, et puis je suis capable maintenant d'aller à l'étape d'après. J'ai le système informationnel, je peux commencer à régénérer cette fois-ci notre état de connaissance, état qui est transitoire, mais qui va nous permettre éventuellement de lancer un débat et de nous mettre d'accord sur une certaine vision du passé. Alors ici, j'ai calqué le graphe que vous avez vu tout à l'heure, le graphe des personnes et des fonctions sur une représentation qui est la représentation de deux quartiers en fait, de Venise, la place Saint-Marc que vous reconnaissez peut-être, sauf qu'elle ressemble, disons, morphologiquement en 1740 ici à la place Saint-Marc d'aujourd'hui, à part l'église qui a été détruite par Napoléon pour faire une salle de bal pour regarder la basilique, mais qui était derrière. Le reste ressemble à peu près à la situation en fait, d'aujourd'hui, sauf qu'on s'aperçoit qu'au pied du campanile, nous avions des notaires qui avaient une fonction importante pour construire, documenter et construire les éléments justement administratifs qu'on voit ici. Et puis si on commence à survoler en fait le quartier, on va autour des Merceria, qui est cette série, disons, de rues qui connectent la place Saint-Marc au quartier du Rialto, ces deux centres du pouvoir politique et économique qui sont... C'est encore le cas aujourd'hui à Venise, c'est la rue la plus fréquentée encore par les touristes à Venise, eh bien, vous pouvez vous plonger dans le quartier en 1740 et voir, selon les informations que nous avons maintenant, qui habitait cette fois-ci, comme Francesco Raspi que je vous ai montré, mais magasin par magasin, et comprendre tout d'un coup une autre vision en fait, de cette simulation qui nous fait voir des choses qui étaient quelque part dans le système, mais qui n'étaient pas forcément évidentes. Alors il y a des choses, le fait qu'il n'y a que des bijoutiers dans la rue des bijoutiers, c'est quelque chose d'à peu près normal, et que ça correspond au fait que c'est une des rues ici des callées les plus chères de Venise, mais le fait par exemple que toute une partie du quartier est possédée par le même propriétaire, c'est quelque chose qui était dans les données, que peut-être certains historiens savaient, mais qui devient absolument évident avec ce type de représentation telle que nous l'avons ici. Ça, c'est une espèce de représentation synchronique. Je vous représente l'ensemble des connaissances que nous avons
sur la population sur Venise, je peux faire la même chose diachroniquement, c'est-à-dire je peux me placer toujours sur le même quartier, partir cette fois-ci sur des données quasi archéologiques, on va se placer en 950, et à partir des fonds des ressources premières, des sources premières et des sources secondaires, dans un processus qui est vraiment data-driven, dans le sens où chacune des choses que vous voyez, chacun des événements qui est montré est associé à une publication ou un document direct dans l'archive ou un document, une reconstitution qui a été faite par des historiens ou des archéologues. Je remets tout ensemble, cette fois-ci, dans l'axe temporel, c'est-à-dire que je vois le film du développement du quartier, construction des premières églises, 3 églises dans le cas de l'îlot du Rialto, des îles séparées au début de Venise qu'on va connecter progressivement, d'abord avec des ponts de barques, c'était les premiers systèmes en fait à Venise, et progressivement la manière dont ce quartier se terraforme. On va déjà dans les années 1200-1300 commencer à combler des canaux, donc c'est une situation systématiquement pour gagner sur du terrain pour construire, et puis à la fois stabiliser en fait les terrains, construire progressivement, et puis sentir aussi, et c'est ça je pense une des forces de ce type de simulation, c'est sentir les rythmes de la ville, voir en fait à quel point par exemple nous assistons, d'après les données que nous avons, à une forme d'explosion urbaine autour de 1500 qui va conduire en fait le quartier de Rialto à se transformer majoritairement un peu comme New York, vous voyez ici, mais 2 grands incendies, un qui détruit le Fondaco dei Tedeschi, un autre incendie qui détruit l'ensemble en fait du quartier et qui va être construit simplement en quelques années. Toutes ces informations étaient disponibles, elles sont simplement remises en mouvement ici et soumises aussi à la critique, c'est-à-dire que face à une représentation de ce genre, beaucoup plus qu'avec un livre, quelqu'un va dire « mais non, vous vous êtes trompé, on sait bien que cette église était différente à cet endroit-là, et on sait bien qu'il y avait une transformation d'un autre type, le canal a été fait après, et il y a tout d'un coup un espace qui est un espace de négociation dans lequel on essaye potentiellement de se mettre d'accord sur un passé commun. Il n'y aura peut-être pas un seul passé, il y aura peut-être plusieurs Venise, mais en tout cas, il y a une tentative pour le faire. Malheureusement, vous voyez, c'est qu'une toute petite partie de la ville pour l'instant. Et ça nous a pris 4 ans. Alors on essaye maintenant d'accélérer. J'ai quasiment terminé en vous montrant comment une dernière technologie, qui est la technologie de la photogrammétrie, on en a parlé brièvement, si vous avez plusieurs photos d'un même endroit, vous pouvez reconstruire la 3D. Et donc si vous avez des drones, vous pouvez faire des représentations de Venise comme ceci, qui sont potentiellement à des degrés relativement intéressants de représentation, donc c'est ce que nous faisons. Mais si vous êtes à pied, vous êtes avec des systèmes de haute résolution, vous pouvez reconstruire, toujours par la même méthode, des nuages de points, ici de la place Saint-Marc, qui vont jusqu'à une statue, par exemple. Donc ce qui est intéressant dans cette représentation, c'est l'aspect multi-échelle. Et donc, nous avons développé toute une méthodologie qui nous permet, alors non seulement de scanner la ville de l'extérieur, mais aussi de scanner les intérieurs et de remettre tout ça dans un seul système, un système 3D véritable, pas simplement une surface qu'on maquille. Et nous avons calculé combien de temps il faudrait pour faire l'ensemble de la ville. Ça se fait. Il suffit de passer dans l'ensemble, disons, des calais. Ça fait 209 km à 3 km/h en passant 4 fois. Ça fait 44 téraoctets. Ça se fait. Alors, si vous faites que ça, vous êtes allé trop vite parce qu'il faut aussi faire les canaux. Donc, ça fait 92 km, 3 km/h, passer 4 fois, 20 téraoctets. Et c'est bon. Et vous avez fait Venise. Et donc, du coup, et c'est fait une fois pour toutes parce que ça n'existe pas. C'est-à-dire que la modélisation de Venise au millimètre, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, serait intéressant pour tout le monde et qui est relativement faisable en quelques mois. Ce qui était important, c'était d'être capable de stocker cette information. Et vous avez vu que c'est de l'information qui est multi-échelle, parce que j'ai de l'information qui vient de satellites, potentiellement j'ai de l'information qui vient d'avions, j'ai de l'information qui vient de campagne à pied. Et donc, nous avons développé un système justement de serveur qui permet d'ingérer cette information, qui vous permet de placer, quand vous avez un modèle, dans un repère spatio-temporel, c'est-à-dire des coordonnées d'un volume avec une certaine granularité dans l'espace, mais aussi avec une certaine granularité dans le temps, c'est-à-dire pour une période donnée et pour un moment donné, vous avez une représentation des informations qui sont disponibles. Vous avez vu, j'ai zoomé, c'est un peu comme Google Earth, sauf que nous sommes en 3D et que petit à petit, vous voyez, les modèles se superposent les uns aux autres. Alors là, on n'a pas fait aucun effort pour les rendre en fait de manière continue, juste vous montrer qu'on a cette capacité. Maintenant, nous sommes à partir des informations qui ont été collectées par les drones. Ces informations sont au niveau de quelques dizaines de centimètres en fait par bâtiment. On voit que pour l'instant, si on reste à cette hauteur-là, c'est encore bon. Mais si je vais m'approcher plus, vous allez commencer à voir la résolution des points s'écarter. On voit le maillage, sauf par exemple sur cette place que je vous ai montré plusieurs fois dans l'exposé, que nous avons numérisé en une hauteur de presque en dessous enfin au millimètre, disons quelques millimètres par point, et sur lequel nous sommes capables de continuer à zoomer, et ça se fait de manière
continue, c'est-à-dire que ce modèle-là est capable d'être activable simplement quand on s'y rend, et nous pouvons aller jusqu'au détail d'un élément architectural de la place. En l'occurrence ici, vous avez l'horloge du Rialto qui est à peu près le niveau, disons, de résolution qu'on arrive à faire quand on reste au sol et qu'on se rapproche pas beaucoup plus. Et vous voyez qu'on arrive au bruit des capteurs, c'est qu'ils ne sont pas complètement alignés au millimètre, mais ils sont assez proches. Donc, finalement, cet élément-là, c'est quelque chose dont on a essayé de montrer la possibilité, et on se demande comment maintenant le développer à une échelle globale. C'est-à-dire qu'il y a encore un certain nombre d'éléments technologiques à résoudre. Il y a surtout la capacité, si nous développons en open source du point de vue des algorithmes, si nous développons en open hardware du point de vue du matériel, de constituer à l'échelle européenne au moins, peut-être à l'échelle mondiale, mais déjà essayons à l'échelle européenne, un patrimoine technologique. C'est-à-dire pas simplement un patrimoine d'open data, parce que c'est une chose très importante, mais c'est compliqué aussi sur les données patrimoniales. Tout le monde n'a pas forcément envie de les ouvrir. On pousse beaucoup les archives à le faire. Mais déjà, un patrimoine pour l'exploitation en fait, de ces données, pour faire que accéder au passé soit quelque chose qui soit fait avec des technologies dont nous ayons une certaine maîtrise. Et donc, c'est l'idée de ce grand projet européen, c'est l'idée de le faire sur de multiples villes en Europe, c'est l'idée de créer une dynamique collective autour de cette idée, autour de cette utopie, peut-être encore, mais peut-être une utopie qui se réalisera. Et si nous réalisons finalement ce projet, on aura potentiellement la capacité de rajouter ce qui a beaucoup manqué, en tout cas ces dernières années, à l'Internet au sens large, et puis à notre perception du monde, c'est cette profondeur du temps. Voilà, je vous remercie.